Les objectifs, ils les ont fixés. Premièrement, libérer les prisonniers portugais. Ça, c'est l'objectif numéro 1. Deuxièmement, détruire les bases militaires et logistiques du PAIGC en Guinée. Troisièmement, neutraliser l'aéroport de Conakry. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur des MiG. Ils savaient que la Guinée avait des MiG et ils se disaient, si la Guinée utilise ces MiG, ils pourront bombarder les bateaux portugais. Il y avait 6 bateaux portugais dont je vais vous parler, qu'ils avaient utilisés. Ils avaient peur de ces MiG. Donc, il y avait une équipe qui était chargée d'aller à l'aéroport de Conakry, de détruire les MiG. Il y avait les MiG 15 et les MiG 17. Et puis, en dernier ressort, aider le Front de Libération Nationale à renverser le régime de Sékou Touré. Ça, c'était la dernière de leurs priorités. Leur priorité, c'était libérer leurs prisonniers, détruire les bases du PAIGC, etc. Et puis, en dernière analyse, s'ils avaient les possibilités, aider le FLNG, le FLNG, à renverser le gouvernement guinéen. Donc, vous verrez tout de suite qu'il y a des objectifs qui sont parallèles, pratiquement. Le PAIGC a le gouvernement portugais a ses objectifs et le Front de Libération Nationale de Guinée aussi a ses objectifs. Mais malheureusement pour eux, ils n'ont pas participé à l'élaboration du plan. Et le commandant Tcherno, qui est un officier brillant, s'était rendu compte. Quand ils se sont retrouvés à Souga, dans l'île de Souga, il a demandé si on peut modifier le plan. Et les Portugais ont dit non. Le plan a déjà été approuvé par le gouvernement portugais, on ne peut pas le changer. Et puis les Portugais lui ont dit, ah, vous avez peur d'aller libérer votre pays? Ils ont essayé de... Il a dit non. Mais c'est que seulement j'avais des suggestions à faire. Si vous insistez, on peut y aller. Mais il s'était rendu compte qu'il y avait des failles dans le plan et que le plan ne répondait pas aux objectifs du Front de Libération. Et ce qui devait arriver arriva. Les Portugais, pour aller rapidement, ils ont constitué 5 équipes. Le plan d'attaque. La première équipe, c'est l'équipe qu'ils ont appelée Victor, qui devait débarquer au port de Conakry pour détruire les vedettes portugaises. Il y avait 7 vedettes guinéennes et 4 vedettes portugaises offertes par l'Union soviétique. C'est ces vedettes qui permettaient au PAIGC d'aller de Conakry jusqu'en Guinée-Bissau, de faire le ravitaillement, de transporter les armes, les munitions, les médicaments, etc. Et ça leur donnait une grande mobilité. Donc les Portugais ont tout fait pour détruire ces vedettes-là. Deuxièmement, l'équipe Zulu, la deuxième équipe. Celle-ci devait débarquer à la plage de la Minière. Vous voyez la plage de la Minière? Après ça, à quelques centaines de mètres, vous avez la villa de Cabral. Puis, immédiatement après, vous avez ce qu'on appelle le siège du PAIGC, avec la montagne, on appelle la montagne. C'est là qu'ils avaient enfermé, qu'ils détenaient les prisonniers, certains prisonniers portugais, surtout ceux venus de Mamou et de Kindia, dont le fameux Lobato, le pilote qui a été descendu de son avion en 1963. Il a fait 7 ans de prison. Et il a publié d'ailleurs un livre dans lequel il raconte que Amilcar Cabral lui rendait visite régulièrement à Kindia et lui disait, si tu acceptes de faire une déclaration pour dire que notre cause est juste, que nous ne nous battons pas contre le peuple portugais, mais pour la libération de notre pays, je te libère. Mais il a refusé. Il a refusé les conditions de Cabral. C'est ainsi qu'il est resté en prison pendant 7 ans. Donc, les Portugais étaient au courant que ces gens avaient été transférés. Sékou Touré a décidé de leur transfert le mercredi 9 novembre 1970. 9 novembre. L'agression aura lieu le 22 novembre.
Ça vous dit quelque chose? Oui. Donc, à la plage de la Minière, c'était une grosse opération parce qu'il y avait 10 canaux pneumatiques. Vous savez, ils restent en mer, mais ils ont des pneumatiques. Ils descendent sur ces pneumatiques et ils atteignent la plage. Et comme Dieu fait les choses, la marée était haute ce jour-là. Donc, ils ont pu facilement atteindre les plages sans problème. La troisième équipe, c'était l'équipe Oscar. C'était une des équipes les plus dures. 40 éléments des forces spéciales portugaises. Et puis 20 éléments du Front de Libération Nationale, dirigé par le jeune Barry Ibrahima. Ceux qui ont attaqué le Camboiro. L'équipe Oscar. Ils ont attaqué le Camboiro, ils ont libéré près de 400 détenus. Ils ont demandé, quand ils sont arrivés, où se trouve Kaman-Diaby, où se trouve Keita Fodeba, où se trouve Diawadou Bari. Ils ne savaient pas que ceux-ci avaient déjà été exécutés depuis le 27 mai 1969. Ceux qui avaient survécu là-bas se trouvaient, il y avait Kamara Bala, il y avait Ashkar Marov, qui avait été ambassadeur aux Nations Unies, qu'on a rappelé des Nations Unies. Quand il est arrivé à l'aéroport, on l'a emmené directement au Camboiro. Et puis, il y avait d'autres, les survivants comme Dr Marega, et d'autres qui avaient été condamnés, mais pas à mort, en 1969. Tous ceux-ci ont été libérés. Alors, là est survenu un événement intéressant. Quand ils sont sortis de prison, c'est là que les Portugais ont perdu un seul homme. Parce qu'ils sont arrivés à la porte du bloc. Quand on dit le bloc, c'est là où il y a les 72 cellules. Vous entrez au Camboiro, vous ne voyez rien. C'est comme si rien n'existe. Mais à l'intérieur du Camboiro, il y a ce qu'on appelle le bloc. C'est là qu'on enferme les détenus. Mais pour y pénétrer, il faut un mot de passe. Et les Portugais connaissaient le mot de passe. Ils sont arrivés à la porte, ils ont donné le mot de passe. Mais l'adjudant qui était derrière a hésité à ouvrir. Mais les gens ont insisté en disant, nous avons le mot de passe, il faut ouvrir. Ils sont venus avec un certain Woulare, qu'ils ont pris, qui était un des adjoints de Siaka. Siaka Touré, le commandant du Camboiro. Ils l'ont pris chez lui, ils l'ont amené, ils lui ont dit de parler de dire à leurs camarades d'ouvrir le Camboiro. Finalement, le gars a ouvert, mais dès qu'il a vu les Blancs, il a tiré. Il a tiré, c'est un des Portugais est mort. Et lui, ils l'ont arrosé tout de suite. Et les détenus sont sortis sur le cadavre de cet adjudant-là, qui venait d'avoir des galons la veille. Il avait été promu la veille par la révolution guinéenne. Et les détenus même le félicitaient pour sa promotion. Mais il est mort le lendemain. Donc quand ils sont sortis, il y avait un capitaine dont vous avez entendu parler, capitaine Abou Souma. Abou Souma, un officier brillant qui a fait les grandes écoles militaires en France, qui avait été arrêté, comme beaucoup d'officiers. On ne lui reprochait rien, mais on l'a gardé en prison. Il a vu le jeune Barry, il lui dit, mais qui est votre chef? Comment vous êtes organisé? Et le jeune Barry lui dit, voici mon talkie-walkie. Normalement, vous pouvez parler à mon chef. Il essaie de parler, ça ne marche pas. C'est des Libanais qui avaient vendu les talkie-walkie. Ça ne marchait pas. Alors, il lui dit, mais ils vont, et puis ils trouvent la voiture du général Diané Lansana, qui était ministre de la Défense. Parce que Diané Lansana, quand il a entendu les coups de feu, il est un des rares ministres, hein, il a osé venir pour voir ce qui se passe. Beaucoup d'autres se sont cachés. Lui, il est venu, mais quand il est venu, les gens sortaient du Camboiro
ils l'ont reconnu. Il s'est mis avec les gens, il s'est fait passer pour un chauffeur. Mais les détenus le reconnaissent en disant c'est lui qui était le président du comité révolutionnaire qui nous a condamnés en 1969. Alors les gens voulaient l'éliminer tout de suite. C'est Camara Bala qui a dit non. Le ministre Camara Bala. Il a dit non, on ne va pas refaire. Si c'est vrai que Sékou Touré est mort, on ne va pas recommencer les mêmes erreurs. Ceux qui sont coupables seront jugés, mais on ne tue pas les gens. Donc il a dit de ne pas le tuer. Parce que ceux qui ont ouvert le camp ont dit que Sékou Touré est mort et qu'il était à la case de Bellevue. J'ai oublié de vous dire que la case de Bellevue, ceux qui ont débarqué de la minière, ils ont attaqué la villa de Cabral, le siège de PAIGC et la case de Bellevue. Ils ont mis le feu à la case de Bellevue. Certains croyaient que Sékou Touré était là-bas, mais c'était un montage. Ils n'ont trouvé personne là-bas, ils ont mis le feu. Et quand les gens ont vu la fumée, ils ont pensé que c'était vrai. Et puis ils ont commencé à dire qui veut être président parmi vous, parce que maintenant, il n'y a plus de président en Guinée. Alors, le capitaine Abou Souma, il a vu la Mercedes du général Diané, il a ouvert la radio, et puis il a entendu, il a vu que la radio marche. Et puis il dit au jeune Barry, mais vous n'avez pas pris la radio? Le jeune Barry, Ibrahima, lui dit non, il y avait une équipe qui était chargée de la radio. Il dit alors vous avez échoué. Parce que la radio, c'est l'arme principale de Sékou Touré. Nous étions déjà à la radio. J'étais le premier. Quand le matin du 22 novembre, j'ai été à la présidence. Et Sékou Touré m'a dit tout de suite d'aller à la radio et d'annoncer qu'il est vivant. Les gens racontent qu'il est mort, de dire qu'il est vivant, qu'il dirige la résistance, etc., etc. Donc j'étais le premier à la radio. J'ai trouvé là-bas Émile Bamba, un technicien. Nous avons appelé les émetteurs de Symphonia pour leur dire de mettre en marche les émetteurs. C'était des émetteurs tchèques. Il fallait au moins 2 heures pour qu'ils puissent démarrer. C'était des vieux émetteurs de mauvaise qualité. Et Sékou Touré s'impatientait, il m'appelait tout le temps pour me dire « Mais pourquoi tu ne parles pas ?» Je dis « On ne peut pas parler tant que les émetteurs ne marchent pas. » Ils ne comprenaient pas. Je dis on ne s'assied pas à la radio pour parler. Il faut que les émetteurs fonctionnent pour pouvoir donner le jus. J'essaie de lui expliquer techniquement ce qui se passe. Il doutait même, il a douté de moi. Il croyait que je faisais exprès pour ne pas parler, que je gagnais du temps. Et il a dit à Saïfoulaï de m'appeler pour me dire de parler. Je dis, mais je ne peux pas parler puisque les émetteurs ne fonctionnent pas. Les jeunes, pour arriver aux émetteurs, toute la nuit, il y a eu des tirs, ils sont en retard. Ils n'avaient pas de véhicule pour aller, ils ne savaient pas ce qui se passait. C'est une situation exceptionnelle. C'est après qu'ils ont compris. Au bout de quelque temps, les émetteurs ont marché et nous avons pu parler. Et j'ai pu annoncer qu'il est vivant. Il y en a qui m'ont maudit, il paraît, pour avoir dit que Sékou Touré était vivant, parce que certains étaient tellement contents d'apprendre qu'il a disparu, et c'est moi qui leur dis non, il est encore vivant. Alors il y a un vieux que j'ai rencontré en prison, il m'a dit, ah, Petit Barry, vraiment, on n'était pas content de toi ce jour-là. C'est toi qui nous as dit que ce gars-là, le mécréant-là, est encore vivant. Je dis, c'est pas de ma faute. Je dis, il était vivant, c'est la réalité. Bon, donc, Abou Souma, quand il a vu que la radio marchait, il a même dit, j'ai entendu Sékou Touré vociférer à la radio. C'est le mot qu'il a employé. Il a dit à Barry, mais j'ai entendu Sékou Touré vociférer. Parce que vers 9h, nous avons enregistré le président. Il a envoyé Béavogui, Lansana, pour nous dire d'envoyer un Nagra pour l'enregistrer. Un Nagra, vous les jeunes, vous n'utilisez plus les Nagras. À l'époque, c'était un truc très lourd qu'on portait sur le dos. Moi-même, je ne pouvais pas porter. Il y a un journaliste qui portait et puis moi, je tenais juste parce que c'était très lourd. Donc, il a envoyé Béavogui pour dire qu'il va enregistrer le président.
Je dis, bon, on va envoyer le directeur des services techniques, Albert Koltomi, pour enregistrer le président. Il dit non. Donc le président s'était caché. Il ne voulait pas qu'on sache où il se trouvait. Et Béavogui nous a dit de lui montrer le bouton qu'on pousse pour démarrer et le bouton qu'on pousse pour arrêter l'enregistrement. Donc dans la cour de Boulbinet là-bas, au studio, on a fait une formation pour le ministre Béavogui Lansana pour lui dire, vous appuyez sur ce bouton, il parle, quand il a fini de parler, vous appuyez sur ce bouton pour arrêter. Nous ferons le montage ici. Donc il a été, 1 heure après, il est revenu, les techniciens ont fait le montage, on a passé son premier message. Et puis après, vers midi, il y a eu son deuxième message. Mais dans son deuxième message, on n'a pas fait très attention, mais il disait la réaction intérieure est liée aux agresseurs extérieurs. Et il disait aux militants du PDG d'être vigilants. Parce qu'il y a des gens à l'intérieur du pays qui sont liés à ceux qui sont venus de l'extérieur. Vous voyez en filigrane déjà le concept de la 5e colonne. C'est-à-dire les ennemis intérieurs. Ça, c'est son deuxième message, à midi, le 22 novembre. Et au fur et à mesure que les choses vont se développer, on apprend que les arrestations commencent. On apprend, les ministres sont arrêtés, les hauts cadres de l'État, etc., etc. Les gens sont dénoncés. Voilà comment ça s'est passé. Donc, Abou Souma, lui, il a tout de suite dit, vous allez échouer. Il a dit au jeune Barry, vous allez échouer. Donc il est parti, il a vu son ami Keita de Soufiane Kara, qui était un commissaire de police, qui lui a prêté une voiture pour le déposer à la frontière de la Sierra Leone. C'est une centaine de kilomètres. Il s'est déguisé en marabout. Il a passé la frontière pour rejoindre sa famille en France. Il était marié à une Française. Et qu'est-ce qu'ils font? Sa sœur l'avait accompagné à la frontière. Ils ont arrêté sa sœur. Elle a été mise à la diète noire. Il avait un oncle de 75 ans qui nous a rejoints à Kindia. Un vieux de 75 ans. On l'a arrêté dans son champ, à Tugnifidi, dans la région de Bofa. Dans son champ, on l'amène, on lui dit, ton neveu est sorti de prison, il est parti en France. Celui-ci nous a retrouvés, on était dans la même cellule, à Kindia. Ces deux frères, un sorti de Polytechnique, de l'Institut Polytechnique, et le second qui s'appelait Faouli Souma. Souma Faouli, on était dans la même cellule. Lui, il a été libéré et il est mort en 85. Quand on lui a dit que Diarra a fait un coup d'État pour ramener l'ancien régime, il a fait une crise cardiaque. Il est mort. Faouli Souma, c'était mon ami en prison. Et son frère de Polytechnique, il est mort à Kindia. Il était paralysé. On refusait de lui donner des soins. Donc, toute la famille de Abou Souma, le fait qu'il soit au courant des secrets du Kambouaro et qu'il soit sorti du Kambouaro, et il a fait une interview avec Jeune Afrique. Et il a dit, j'irai un jour libérer mon pays. On lui a dit, bon, en attendant, on va te libérer de tous tes parents. Ils ont commencé à s'attaquer à toute la famille du capitaine Abou Souma. Et même à l'extérieur, ils l'ont poursuivi. Ils le suivaient à Dakar, à Abidjan. Il y a eu des accidents. Il a été poursuivi. Il est rentré en Guinée après la mort de Sékou Touré, après la prise du pouvoir par l'armée, mais 3 mois après, il est décédé. Une triste fin. Et il a été très marqué par cette situation. Mais c'est le seul qui avait pris la bonne décision rapidement. Les autres disaient, mais on ne peut pas fuir, allez où?
comment fuir? Il y a des jeunes qui ont été libérés, qui sont partis au port pour voir s'ils pouvaient monter dans les bateaux, mais les Portugais étaient partis. Et puis, il y a Baïdi Gueye, qui était là, un homme d'affaires, qui avait été arrêté par Sékou Touré aussi. Baïdi Gueye dit, mais si nous fuyons, ils vont s'attaquer à nos parents. Donc nous sommes foutus. Il dit, mieux vaut qu'on reste, ils vont nous tuer, c'est sûr, ils vont nous faire disparaître. Mais au moins, ils ne vont pas s'attaquer à nos familles. Et tous ceux qui avaient été sortis par les Portugais, on les a recherchés dans les différents coins de Conakry. Il y a eu un communiqué à la radio pour les convoquer, pour leur dire d'aller à la permanence fédérale de Conakry 2. Ils se sont rendus à la permanence fédérale. On les a envoyés à Kindia. Et je crois, je ne sais pas si c'est le 3 ou le 6 janvier, ils ont été exécutés tous, en disant qu'ils étaient au courant de l'agression. C'est ce qu'ils disent. Donc que leur cas a été aggravé. Donc, ils étaient avant condamnés à perpétuité. Maintenant, comme dit Ismaël Touré, on va les élever en grade. C'est ce qu'ils disaient. On va les élever en grade. Ils vont passer de perpétuité à mort. On les a tous tués. Les Kamara Bala, les Ashkar Marov, je ne citerai pas tout le monde. Tous ceux qui avaient survécu au fameux complot de 1969 des officiers. Tous ceux qui avaient survécu ont été tués. Il y a eu un seul survivant. C'est Touré Kindo, qui a écrit d'ailleurs un livre. Le dernier survivant du complot Kaman Fodeba. Touré Kindo, qui était notre chef de chambre à Kindia. C'était un commissaire de police. Le seul survivant. Il a été libéré après 5 ans parce qu'on a trouvé chez lui une lettre du capitaine Abou Souma. Une lettre banale. Mais on lui dit, ah, tu étais en contact avec Abou Souma. Donc on l'a condamné. Ils voulaient le libérer, mais après ils se sont dit non. Puisqu'on a trouvé cette lettre, c'est qu'il doit y avoir quelque chose de bizarre. On lui a dit, bon, toi, tu vas faire 5 ans. C'est le seul qui savait qu'après 5 ans, on allait le libérer. Tous les autres étaient condamnés et ne savaient pas pour combien de temps.